Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième édition spéciale des conversations sur l'arthrite de la Société de l'arthrite, COVID-19 et l'arthrite, vos questions, nos réponses. Mon nom est Carl Julien, je suis directeur général de la Société de l'arthrite Division du Québec. Avant de commencer, voici quelques informations de logistique. Il est préférable de suivre ce webinaire sur un ordinateur portable ou de bureau. N'oubliez pas de monter le volume pour bien nous entendre. Si vous n'avez pas accès à un ordinateur en ce moment, vous pouvez écouter le webinaire sur votre téléphone. Composez le numéro de téléphone indiqué dans le courriel de confirmation que vous avez reçu après votre inscription. Ensuite, vous devrez entrer le numéro d'identification à 9 chiffres du webinaire, suivi du dièse, pour vous connecter. Si vous avez une question, cliquez sur le bouton Q et R au bas de l'écran de votre ordinateur, puis entrez votre question. Vous pouvez également l'envoyer par courriel à questions@arthrite.ca. Si vous souhaitez discuter avec le modérateur de ce webinaire, cliquez sur le bouton de clavardage au bas de l'écran. Vous pouvez aussi fermer cette boîte si vous ne désirez pas voir ces discussions. Maintenant, commençons. La Société de l'arthrite est un organisme de bienfaisance national canadien qui œuvre pour un monde où les gens sont libérés des effets dévastateurs de l'arthrite. Nous remplissons notre mission en finançant la recherche, en défendant la cause et en fournissant des renseignements fondés sur des données probantes pour vous aider à mener une vie de qualité. Ce webinaire fait suite à celui que nous vous avons présenté le 2 avril dernier sur la COVID-19. La situation évolue rapidement et comme nous recevions toujours beaucoup de questions, le besoin d'un deuxième webinaire s'est imposé. Les personnes vivant avec l'arthrite se sentent particulièrement vulnérables en ce moment. Sachez que nous sommes là pour vous et que nous faisons tout ce que nous pouvons pour vous soutenir alors que nous apprenons à composer avec cette situation tous ensemble. Le webinaire Conversation sur l'arthrite n'est qu'une des formes de soutien que nous vous offrons. D'ailleurs, nous tenons à remercier Amgem pour son soutien financier à la réalisation de nos activités et projets entourant la crise de la COVID-19. Je suis heureux ce soir d'accueillir avec moi la Dr Isabelle Deschênes et le Dr Régent Lemay qui répondront à vos questions. La Dr Isabelle Deschênes, rhumatologue, exerce en cabinet et agit en tant que consultante à l'hôpital du Haut-Richelieu. Elle est chef du service de rhumatologie du CIS Montérégie-Centre, site Haut-Richelieu, depuis 2013. La Dr Deschênes siège aussi au Conseil général de l'Association des médecins rhumatologues du Québec et a été nommée directrice scientifique du MS Québec en 2018. Le Dr Régent Lemay est pharmacien, propriétaire à Brownsburg-Chatham. Il est chargé de cours, tuteur et clinicien associé à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Le Dr Lemay a été chef du département de pharmacie de l'Institut thoracique de Montréal de 85 à 89 et à l'Hôpital de Montréal pour enfants et l'Hôpital des Shriners entre 1995 et 1998. J'aimerais souligner ce soir que nos conférenciers font cette présentation de manière bénévole. Alors, un énorme merci à vous deux. Nos conférenciers présenteront chacun un court exposé qui répondra aux préoccupations générales. Ensuite, une partie de la présentation sera consacrée aux questions que vous nous avez fait parvenir. Notez cependant que nous avons reçu près de 200 questions. Alors, nous essaierons de répondre aux questions les plus fréquentes et au plus grand nombre possible. Finalement, à la fin, je poserai des questions que vous nous ferez parvenir en direct ce soir. Alors maintenant, je vais céder la parole à Dr Isabelle Deschênes. Bonsoir tout le monde. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Je vois qu'il y a du monde de tous les coins du Québec qui nous écoute. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà assisté à la présentation du Dr Pinault. Donc, il y a certains éléments de base qui avaient déjà été mentionnés à ce moment-là. Je voulais vous faire un petit rappel quand on parle du coronavirus et de la COVID-19. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le coronavirus qu'on appelle le SARS-CoV-2 est le virus qui cause la maladie qu'on appelle la COVID-19. C'est un peu la même chose que quand on parle du virus de l'influenza qui cause la maladie qu'on appelle la grippe. Donc, pour le reste de la présentation, je vais parler de la COVID-19, donc qui est cette maladie causée par le coronavirus. Ce
qu'il faut comprendre, c'est que la COVID-19 est une nouvelle maladie. Hein. Il y a 5 mois de ça, personne ne la connaissait, personne en a parlé au dernier party de Noël, mais là, on en parle tout le monde à tous les jours. Donc, ça génère beaucoup de questions. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'inconnus par rapport à cette maladie-là. Et il y a des changements très rapides dans nos connaissances sur la maladie. Les recommandations médicales peuvent évoluer d'une semaine à l'autre et changer d'une semaine à l'autre. Donc, ce qu'on va vous dire ce soir, Dr. Tremblay et moi, c'est vraiment au meilleur de nos connaissances actuellement par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui de la maladie. Maintenant, on parle des risques associés à la COVID-19 en rhumatologie. Il y a 2 risques différents. Il y a le risque de contracter le virus et le risque d'avoir une complication secondaire au virus. Donc, quand on parle d'une complication, c'est que si on a le virus, nos poumons sont fragilisés par la maladie et on peut avoir une bactérie qui va venir dans nos poumons et causer une complication comme une pneumonie. Il y a beaucoup de facteurs qui doivent être pris en compte. Donc, il n'y a pas une seule réponse ou une seule bonne réponse à toutes vos questions pour tous les patients. Il y a l'âge, puis il y a d'autres problèmes de santé qui peuvent augmenter le risque associé à la COVID-19. Prochaine diapositive. Donc, on va parler des risques associés aux maladies rhumatismales en général. De façon générale, ce qu'on peut dire, c'est que les patients qui sont atteints d'arthrose, d'ostéoporose, de fibromyalgie, qui ont une maladie gouteuse ou une goutte qui est bien contrôlée ou une pseudogoutte qui est bien contrôlée, ces patients-là, ils n'ont pas un risque infectieux augmenté par rapport à la population générale. Par contre, ces patients-là peuvent avoir d'autres problèmes de santé qui peuvent les mettre à risque d'avoir une infection et leur âge peut aussi les mettre à risque d'avoir une infection. Pour ces maladies-là qu'on vient d'énumérer, il est important de poursuivre vos traitements usuels comme votre médecin vous les a prescrits. C'est aussi important de respecter le principe de distanciation sociale et du lavage de mains comme c'est recommandé par la santé publique. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est des maladies inflammatoires auto-immunes? Les maladies inflammatoires qu'on dit auto-immunes, ce sont des maladies qui sont déclenchées par le système immunitaire. Donc, c'est votre propre système immunitaire qui fait des anticorps qui vous attaquent et ça fait une réaction inflammatoire. Il y en a beaucoup de maladies auto-immunes, donc ça va être difficile de faire une conclusion générale pour tout le monde. Je les ai énumérées ici, en général. Vous allez sûrement vous retrouver là, dans ces maladies-là pour ceux qui en ont une de celles-là. Ce qu'on sait, c'est que de façon générale, les patients qui ont une maladie inflammatoire auto-immune sont plus à risque d'avoir certaines infections ou complications de ces infections-là que la population générale. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ce qu'on sait aussi, c'est que le risque d'infection n'est pas le même pour tout le monde ou pour tous les patients qui ont une maladie auto-immune. Donc, pour prendre en compte d'autres éléments, donc la sorte de maladie, si cette maladie-là va affecter plusieurs organes et quels vont être les organes qui vont être atteints. Il faut prendre en compte aussi l'activité de la maladie inflammatoire. Donc, si l'inflammation est active, on sait de base que quand la maladie n'est pas bien contrôlée, le risque d'infection est un petit peu plus grand que quand la maladie est bien contrôlée depuis longtemps avec les médicaments. Les médicaments que les gens prennent, on parle des immunosuppresseurs, on va y revenir plus tard un petit peu plus en détail. Il y a différents degrés d'immunosuppresseurs, donc ça aussi, ça peut faire varier le risque. Il y a d'autres problèmes de santé sous-jacents, donc les patients peuvent avoir une maladie auto-immune, mais peuvent avoir d'autres problèmes en plus. Et il y a l'âge qui peut augmenter le risque aussi. Donc, pour la COVID-19 spécifiquement, on ne sait pas exactement le niveau de risque. OK? Donc, mais pour des patients avec des maladies inflammatoires auto-immunes, il faut considérer que les risques sont augmentés, comme on le sait pour d'autres infections qu'on connaît bien, comme la grippe. Donc, il faut se laver les mains et respecter la distanciation sociale. Maintenant, un autre point important, il y avait beaucoup de questions sur quoi faire avec les médicaments. Donc, de façon générale, il faut poursuivre vos médicaments comme ils sont prescrits, à moins que votre médecin vous ait dit le contraire. Je veux insister sur les gens qui prennent une corticothérapie, donc qu'est-ce qu'on appelle la cortisone ou la prednisone. Okay? C'est très important de ne jamais arrêter ce médicament-là sans l'avis de votre médecin. Vous avez besoin d'un sevrage du médicament, donc c'est très dangereux de l'arrêter tout d'un coup. Donc, spécifiquement, ce médicament-là, ne prenez jamais la décision de l'arrêter sans l'avis de votre médecin. Puis, vos autres traitements aussi, ne les arrêtez jamais sans l'avis de votre médecin. On va prendre 3 situations spécifiques. La première, c'est si vous n'avez pas la COVID-19. Donc, vous allez bien, tout le monde chez vous va bien. Qu'est-ce que je fais avec mes médicaments?
Bien, on continue les médicaments, OK? Donc, c'est très important, comme je vous ai dit, de garder votre maladie sous contrôle. Il ne faut surtout pas, présentement, que votre maladie devienne plus active. Donc, on continue les médicaments comme prescrit. Vous respectez les mesures de prévention. Vous lavez les mains. Si vous voyez que votre maladie est moins bien contrôlée, c'est important d'appeler votre médecin pour lui dire. Je vais parler très brièvement de la suspension de l'hydroxychloroquine parce que le Dr Tremblay va en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. OK? Votre médecin, il sait là, que vous ne prenez plus d'hydroxychloroquine s'il a été cessé. Donc, vous n'avez pas besoin de l'appeler pour lui dire parce qu'il sait très bien. Et il y a beaucoup de gens qui sont inquiets parce qu'on ne les a pas appelés. OK? Faut comprendre, je salue tous mes patients qui sont présents en passant, mais il faut comprendre que j'ai des centaines de patients qui prennent de l'hydroxychloroquine et mes collègues sont dans la même situation que moi. Donc, c'était très difficile d'appeler tout le monde pour leur expliquer spécifiquement à chacun d'eux. Votre pharmacien était là pour ça aussi. Je pense que chaque pharmacien a très bien fait son travail pour ça et vous a expliqué. Pour l'instant, si vous n'avez pas été appelé par votre médecin, c'est parce qu'il jugeait que c'était correct d'avoir une suspension temporaire de votre médicament. Maintenant, il ne faut pas vous inquiéter si jamais vos symptômes reviennent ou si jamais, pour une raison quelconque, la suspension est plus longue que prévu, on a d'autres traitements pour vous soigner. OK? Mais dans l'immédiat, si vous n'avez pas été appelé, c'est que ce n'était pas nécessaire de tout de suite remplacer votre médicament. Par contre, ce qu'on veut savoir, c'est que si dans les prochaines semaines, vous allez moins bien, bien là, on veut le savoir. Donc, à ce moment-là, ce serait très important d'aviser votre médecin. Mais si vous allez continuer à aller bien, même s'il est suspendu, vous n'avez pas besoin de nous appeler d'emblée. Bon, maintenant, on va prendre la situation. Si vous êtes en contact avec une personne qui est atteinte de la COVID-19, mais que vous allez bien. Donc, quelqu'un autour de vous a eu ce diagnostic-là. Qu'est-ce que vous faites? Bon, évidemment, la personne, si elle habite dans la même maison que vous, elle doit être isolée de vous. Ça, c'est très important. Vous ne devez pas être en contact avec cette personne-là. Vous-même, malheureusement, parce que vous avez été exposé, vous devez vous mettre en quarantaine pour 14 jours. Ça, c'est aussi très important. Pour vos médicaments, maintenant, qu'est-ce que vous faites si vous avez une maladie auto-immune? Ça se pourrait que certains médicaments soient suspendus de façon temporaire. On vient d'avoir des nouvelles recommandations de la Société américaine par rapport à ça. Donc, même si vous allez bien, si vous avez été en contact officiellement avec quelqu'un qui avait la COVID-19, il y a peut-être certains médicaments qui ont besoin d'être réévalués. Vous ne les arrêtez pas de vous-même, mais vous en informez votre médecin, puis il pourra vous rappeler pour garder ça avec vous. Encore une fois, si vous prenez de la prénisone ou de la cortisone, vous la continuez, vous ne l'avez pas sans le médecin. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Finalement, si vous êtes atteint de la COVID-19, donc vous avez les symptômes, vous avez un diagnostic confirmé, c'est important d'informer votre médecin, c'est pas médecin de famille, c'est votre rhumatologue, donc c'est important d'en informer votre rhumatologue parce qu'il y a une possibilité de suspension temporaire de médicaments. OK? Donc ça, c'est très important. Encore là, ça se peut que ce soit le médecin qui vous fasse votre diagnostic ou qui vous dise les médicaments à arrêter. Mais si vous avez eu de conseils spécifiques et que vous allez bien, c'est important quand même d'informer votre médecin et d'évaluer les médicaments avec lui. Donc, votre rhumatologue, interniste, c'est un interniste pour évaluer les médicaments avec lui. Vous continuez votre prénisone aussi si vous en prenez. Il faut respecter les mesures d'isolement. Maintenant, c'est important aussi, OK, on dit toujours aux gens de ne pas sortir, de rester chez eux, de rester confinés, mais si vous avez la COVID-19 et que vous vous détériorez, que vous avez des problèmes respiratoires, des douleurs thoraciques, vous consultez. Quand vous appelez, que si vous avez la COVID-19, vous ne vous sentez pas bien, c'est important de ne pas aller par vous-même d'emblée à l'urgence ou dans une clinique. OK? Il faut toujours informer le personnel médical avant votre arrivée que vous avez cette maladie-là parce qu'il va y avoir des mesures de précaution et de prise en charge quand vous allez arriver. Donc, ils vont vous attendre et ils vont vous orienter à la bonne place. Il ne faut pas vous rendre directement à l'urgence ou dans une clinique. Fait que si vous appelez votre médecin de famille, c'est ici qu'on devrait voir votre médecin de famille si vous vous sentez moins bien ou la ligne 1-877-644-4545 pour avoir des conseils où aller. Puis évidemment, si vous n'allez vraiment pas bien, vous appelez le 911. Puis c'est important de le mentionner parce que les ambulanciers doivent prendre des précautions particulières avec vous. Voilà. C'était ça, j'espère que c'était clair. On va continuer ensemble tout à l'heure. Merci beaucoup, Dr. Deschênes. Maintenant, je vais passer la parole à Dr. Lemay pour venir nous faire son petit bout de présentation. D'accord. Alors,
La chose, on va commencer par parler de l'hydroxychloroquine, le Plaquenil. Alors, ce qui est important, juste pour vous montrer, c'est un graphique ici, c'est en raison de la pandémie de la COVID-19, la demande mondiale en hydroxychloroquine, particulièrement l'hydroxychloroquine et la chloroquine, n'a cessé d'augmenter. Donc, juste pour vous montrer, là, au niveau du graphique, à partir de mars, la demande s'est mise de façon exponentielle parce qu'il y a eu plusieurs études cliniques qui ont été faites. Et à ce moment-là, la production d'hydroxychloroquine s'est accélérée dans les différentes usines de l'industrie pharmaceutique. Donc, suite à ça, on a la santé publique et le gouvernement du Québec a décidé de réserver l'hydroxychloroquine et la chloroquine, mais surtout le Plaquenil, dans les pharmacies du Québec. C'était vraiment pour certaines indications où là, vraiment, le Plaquenil, c'est vraiment essentiel pour ces patients-là. Entre autres, les patients atteints de lupus érythémateux disséminé, parce que c'est le traitement de choix pour ces patients-là. Les femmes enceintes, parce que le Plaquenil est sécuritaire pour les femmes enceintes. Les enfants et les adolescents aussi qui sont atteints d'arthrite rhumatoïde, d'arthrite juvénile idiopathique, excusez. Et dans certains cas où les patients sont identifiés par les rhumatologues qui ont émis une ordonnance indiquant la nécessité de poursuivre l'hydroxychloroquine. Ces réserves-là, pour éviter qu'on manque de médicaments pour ces patients-là, ces réserves-là ne sont pas destinées au traitement des patients du Québec atteints de la COVID ou à la recherche. Là, pour ce qui est de la recherche, c'est un autre problème, dans le sens que le Plaquenil ou l'hydroxychloroquine a été fabriqué spécifiquement pour des lots de recherche et non pas pour la demande régulière. Donc, l'interruption temporaire de votre médicament n'aura pas d'effet significatif sur votre état de santé. Pourquoi? Parce que le Plaquenil, il dure longtemps dans l'organisme, il s'élimine très lentement, à peu près 60 jours. En fait, la moitié du médicament prend 30 à 40 jours avant de s'éliminer, mais l'effet va se perturber au moins pendant 60 jours. Donc, ce que vous devez faire, puis ça, c'est la recommandation de santé publique, puis les pharmaciens, puis les médecins, puis les rhumatologues, on n'a pas le choix. C'est comme quand on vous dit de rester à la maison, d'avoir le 2 mètres. C'est une réglementation de santé publique, puis on n'a vraiment pas le choix. On ne peut pas déroger à ces directives-là qui font état de décret. Alors, s'il vous reste des comprimés d'hydroxychloroquine à la maison, prenez-les comme prescrit. Poursuivez tous vos autres médicaments à main d'un avis contraire de votre médecin. Puis, si votre état se détériore, comme le docteur Deschênes a dit, contactez votre médecin ou votre rhumatologue. Comme j'ai dit, c'est que le produit, le Plaquenil ou l'hydroxychloroquine s'élimine lentement. Puis l'arrêt temporaire d'un traitement n'affectera pas votre santé. Puis comme la plupart des patients ont renouvelé leurs médicaments à peu près donc au début mars ou mi-mars, là, on est rendu à la fin avril. Il y en a plusieurs qui ont eu des médicaments là, jusqu'au 15 avril. Donc, le début de l'arrêt temporaire va commencer à se faire sentir plus à la mi-mai ou à la fin mai comme tel. Mais vous continuez vos autres traitements, surtout le méthotrexate, vos agents biologiques. C'est hyper important de continuer vos autres traitements par rapport à votre arthrite rhumatoïde. Je vais prendre l'autre diapositive, s'il vous plaît. Donc, je vais vous parler aussi de la pénurie des médicaments. On a entendu parler de ça. Donc, la crise de la COVID-19 risque de provoquer une pénurie de médicaments utilisés aux soins intensifs. Et c'est ce qui se produit présentement. Donc, c'est plus des médicaments au niveau des soins intensifs, donc les patients qui sont sous respirateur, parce qu'il n'y a pas juste au Québec que des patients qui sont aux soins intensifs. On regarde les chiffres à New York, en Italie, en Espagne, en Europe particulièrement. Donc, la demande mondiale de ces médicaments-là, quand on parle de sédatifs, il y en a qui en ont parlé de fentanyl et compagnie, sont des médicaments qui sont surtout par voie intraveineuse ou sous-cutanée. Et c'est là vraiment qu'il y a un manque ou qu'il y a une quantité plus limitée parce que la demande mondiale a été très forte. Maintenant, pour vos médicaments, que ce soit l'acétaminophène, que ce soit le méthotrexate, il n'y a pas de pénurie pour l'instant, mais on veut éviter une pénurie et c'est pour ça que l'Association des pharmaciens du Canada et l'Ordre des pharmaciens et toutes les pharmacies au Québec, on a eu une directive très claire qu'on doit donner 30 jours de médicaments. Parce que si tout le monde se met à dire « donnez-moi 3 mois », là, il va y avoir une pénurie. On va créer une pénurie artificielle. Donc, il faut éviter ça. Donc, c'est le but de tout ça, c'est d'éviter d'avoir une pénurie des autres médicaments par effet donc, de surstockage parce qu'il y en a qui veulent avoir plus de médicaments. Donc, on recommande donc
30 jours et c'est vraiment ce qu'on fait dans les pharmacies au Québec. La prochaine diapositive. Donc, pour éviter aussi, à cause du confinement et puis aussi en général, la plupart des patients, pour éviter de sortir, d'aller dans la pharmacie, on vous recommande de commander sur le web si vous avez l'accès au web. Donc, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, oui, mais il y a plusieurs personnes âgées qui n'ont pas accès, ou de téléphoner à la pharmacie pour pas être le moins longtemps possible dans la pharmacie si vous vous présentez. Sinon, vous demandez de faire livrer vos médicaments. Les pharmacies, on livre les médicaments. Et aussi, si jamais, parce qu'il y en a qui sont inquiets, parce qu'ils disent « Ah, ben oui, mais là, je devais voir mon rhumatologue ou mon médecin de famille au mois de mai ou au mois d'avril. Là, j'aurais plus de renouvellement. » Faites-vous-en pas, les pharmaciens, on peut prolonger vos ordonnances. Alors ça, il n'y a pas de problème comme tel par rapport à ça, surtout dans la médication chronique. Et aussi, essayez d'éviter de vous présenter en pharmacie dans la mesure du possible. Comme ça, vous téléphonez, vous faites livrer. Et puis, les mesures en pharmacie sont très strictes. L'Ordre des pharmaciens a mis 7 mesures de précaution. Dès que vous rentrez dans la pharmacie, les gens doivent se laver les mains, on doit poser des questions. Et puis, on a mis beaucoup de mesures à l'intérieur des pharmacies pour protéger le personnel et autant aussi les patients qui se présentent. La dernière diapositive. Alors, ça terminait donc ma présentation. J'espère que j'aurai été assez dans les temps. Donc, en gros, c'est ça. Donc, Plaquenil et la pénurie de médicaments. Donc, il faut essayer de démystifier un peu le mot pénurie de médicaments. Là, ce n'est pas tous les médicaments qui sont en pénurie, mais vous savez qu'il y a une demande mondiale importante de certains médicaments. Donc, ce qui fait en sorte qu'on prend les mesures pour éviter cela. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je laisse la parole à Carl pour les questions. Merci, merci beaucoup, Dr. Lemay. Écoutez, vous avez été même 2 minutes plus vite que prévu. Hein? J'espère que ça n'a pas été trop rapide, là, mais j'ai essayé de... Je pense pas. C'était très intéressant. Maintenant, on va inviter Dr. Deschênes à se joindre à vous, Dr. Lemay, pour la période de questions que les gens nous ont posées à l'avance. Donc, ils font partie de la présentation ce soir. Je ne l'animerai pas, je vais vous laisser lire et répondre à ces questions-là comme vous avez identifié qui répondrait ce soir. Puis, on a les questions sur l'écran. Une fois ça répondu, on va passer aux questions plus en direct ce soir que les gens nous posent à mesure. D'accord. Donc, ça, c'est des questions sur le... Il y a eu beaucoup de questions, ce que j'ai pu comprendre, sur l'hydroxychloroquine, le Plaquenil. C'est sûr que c'est arrivé rapidement, cette histoire-là, parce que je pense qu'un vendredi après-midi, on a reçu de nos corporations, que ce soit les médecins ou les pharmaciens, une ordonnance comme quoi on ne pouvait plus servir l'hydroxychloroquine, sauf à certaines conditions. Donc, si jamais, là, une des questions, c'est mon pharmacien n'a pas pu renouveler ma prescription de Plaquenil, que dois-je faire? Bien, si jamais vous ressentez des douleurs nouvelles, vous pouvez communiquer avec votre rhumatologue. En principe, vous n'aurez pas de problème, car en général, vous n'aurez pas de problème comme de rebond de votre maladie, quoi que ce soit, parce que le Plaquenil reste dans le temps assez longtemps. Son effet peut durer environ 60 jours. Donc ça, il n'y aura pas de problème pour la majorité des patients. Quelle alternative, si je ne peux pas prendre de Plaquenil? Bien, il y a peu de risques, comme je vous dis, que vous ayez des conséquences sur le cours de votre maladie. Alors, continuez à prendre vos autres médicaments, ça c'est super important. Vous avez de la prénisone, vous avez du méthotrexate, vous avez un agent biologique, c'est hyper important de continuer. Puis une fois que l'ordonnance qui va être levée au Québec, puis ça va être un peu comme le déconfinement, là, on va le savoir la journée même, comme quoi que, le Plaquenil peut être revenu pour les autres indications. À ce moment-là, les pharmaciens vont pouvoir remettre de l'hydroxychloroquine et en général, les pharmaciens vont vous rappeler pour cet aspect-là. Savez-vous quand le Plaquenil va être disponible pour l'ensemble des patients? On n'a pas de réponse là-dessus. C'est la direction de la santé publique qui décide. Et dès qu'on va le savoir, on va vous répondre. L'autre question. Je pense que j'avais mon nom. Hein? Sommes-nous protégés contre la COVID-19 quand on est sous Plaquenil? Il n'y a aucune protection sous le Plaquenil. Donc, augmentez surtout pas, ceux qui en ont à la maison, augmentez pas votre dose. C'est super important parce que le Plaquenil, quand même, a des effets secondaires.
particulièrement une toxicité qui peut être cardiaque. Donc, augmentez pas votre dose, vous ne serez pas plus protégé. C'est un médicament qui est utilisé dans les cas compliqués de la COVID-19, qui est présentement sous étude clinique. Donc, on ne peut pas dire que ça protège ou pas, on n'a pas de réponse. Et dans l'inconnu en médecine, on ne prend pas de risque. La prochaine diapositive. Encore sur le Plaquenil, je pense. Ah, bon. Mon pharmacien n'a pas pu renouveler ma prescription. Ça, j'ai déjà répondu. Donc, ça va être la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Bon, j'ai pas de... Attendez. Alors, pourquoi prend-on un comprimé de Plaquenil par jour si notre système garde cette molécule plusieurs semaines? Ben, en fait, on doit prendre un comprimé une fois par jour parce que ce qu'on fait, c'est qu'on atteint l'état d'équilibre dans le sang. Et puis, une fois que le médicament de concentration est assez efficace, ben, le médicament s'élimine très lentement, donc environ 30 à 60 jours avant que la moitié du médicament soit complètement éliminé. Alors, ça peut être long avant qu'on n'ait plus d'hydroxychloroquine dans le sang. On entend parler d'hydroxychloroquine, l'azatioprime, pour le potentiel de traitement de la COVID-19, puis pourquoi utiliser un antibiotique alors qu'on a affaire à un virus. Alors, c'est un peu comme dans la grippe, hein, vous savez, dans la grippe, on a des fois où les rhumes, ça peut se compliquer, des fois en pneumonie ou en bronchite, et puis là, ben, ça devient bactérien. Donc, vous avez un virus, puis la complication du virus, ça peut être une pneumonie. Alors, c'est pour ça qu'on utilise un médicament comme l'hydroxychloroquine avec l'azatioprime, et ça a donné dans certains protocoles de recherche en investigation, ben, ça a donné une bonne réponse thérapeutique. Il est possible de faire une surinfection bactérienne, comme une pneumonie, et là, à ce moment-là, ben, c'est pour ça qu'on utilise un antibiotique comme tel. L'autre question, c'est, je vais laisser la parole au docteur Deschênes là-dessus. Donc, je fais de l'arthrite rhumatoïde et je prends de l'hydroxychloroquine 2 fois par jour. Il m'en reste pour environ un mois et j'ai décidé d'en prendre seulement 1 fois par jour pour en avoir plus longtemps. Pouvez-vous me dire si ma décision est la bonne? Est-ce que vous m'entendez? Oui, pardon. J'espère que vous m'avez entendu. J'ai eu l'impression que ça avait coupé. Donc, la réponse à cette question-là, c'est il se pourrait que certains médecins aient donné ce conseil-là à certains de leurs patients. Effectivement, je vous dirais que ce n'est pas quelque chose qui s'applique à tout le monde. Ça va vraiment dépendre de la maladie des gens, du contrôle de la maladie, depuis quand ils prennent le médicament. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui est recommandé de faire à large échelle, OK? Donc, si votre médecin ne vous a pas dit de faire ça, vous ne le faites pas. Donc, c'est la réponse que je vais vous donner. Merci. Prochaine diapositive. Puis-je retarder mon injection de denosumab ou Prolia? OK. Ça, c'est vraiment un médicament qui est utilisé en traitement d'ostéoporose. Donc, les gens qui le prennent le savent habituellement. Donc, c'est une injection qu'on donne à chaque 6 mois pour la prévention et le traitement de l'ostéoporose et la prévention des fractures ostéoporotiques. Donc, on a commencé à avoir des appels de patients qui étaient réticents à sortir ou que c'était plus compliqué d'avoir leur injection de Prolia dans la situation actuelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut prendre ce médicament-là régulièrement à chaque 6 mois. Si vous retardez la dose ou si vous sautez carrément une dose, vous perdez l'effet du médicament. C'est un excellent médicament à condition qu'il soit pris régulièrement à chaque 6 mois. De façon exceptionnelle, une fois, comme dans la situation actuelle, les recommandations sont que ça pourrait être étiré jusqu'à 8 mois après la dernière dose, mais idéalement, c'est vraiment à chaque 6 mois. Donc, si vous avez de la difficulté à avoir votre injection parce que l'infirmière ne va plus chez vous ou que c'est difficile d'avoir un rendez-vous, ce serait important d'en informer votre pharmacien ou votre médecin qui vous le prescrit pour organiser quelque chose pour ne pas perdre l'efficacité de ce traitement-là. J'ai la prochaine question. J'ai la polyarthrite rhumatoïde. Est-ce que le risque est plus grand pour moi d'attraper la COVID-19, donc le coronavirus? Est-ce que je peux avoir des complications? Bon, on ne sait pas si les maladies inflammatoires comme l'arthrite, la polyarthrite rhumatoïde ou les maladies auto-immunes systémiques augmentent ce risque. On n'a pas de réponse là-dessus.
Mais puis on n'a pas aussi, on n'est pas très, très sûr, mais on ne pense pas qu'il y a des médicaments qui mettent les patients plus à risque que d'autres. Donc, par rapport à ce que vous êtes plus à risque par rapport à un autre patient, il n'y a pas de réponse par rapport à ça pour l'instant. C'est sûr que, je vais peut-être juste rajouter que c'est sûr que le risque de complications, donc d'avoir des infections bactériennes et tout ça, dépendamment des médicaments que vous prenez, dépendamment de l'activité inflammatoire de votre maladie, si votre système immunitaire est affaibli, donc ça pourrait vous mettre possiblement plus à risque quand même de complications bactériennes. Donc, il faut être au courant de ce risque-là. Au même titre, comme on dit à chaque année, de vous faire vacciner pour la grippe, pour éviter des complications de la grippe, ben c'est la même situation actuellement. Je sais qu'il n'y a pas de vaccin pour le coronavirus, mais pour le risque de complications d'un virus, on pense que possiblement qu'il pourrait avoir ces risques-là aussi. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on dit d'être prudent, de respecter les distanciations et de vous laver les mains. Est-ce qu'il y a des médicaments protecteurs contre la COVID-19? Bien, on ne sait pas. OK. Donc, il y a beaucoup de traitements qui sont en cours de recherche, comme vous avez tous vu dans les journaux. Mais comme on vous a dit tout à l'heure, c'est une nouvelle maladie. On ne la connaît pas bien encore. On la connaît de plus en plus. Mais on a comme un cours médical sur la COVID-19 à tous les jours présentement. Mais on n'a pas de données présentement pour vous répondre pour cette question-là, à savoir s'il y a des médicaments protecteurs. Si je peux rajouter pour les médicaments protecteurs, juste pour dire de faire très attention à ce que vous pouvez lire sur l'Internet ou sur Facebook. Il n'y a pas de médicaments protecteurs. Donc, des fois, on voit des choses comme le zinc ou des boosters du système immunitaire. Soyez prudents par rapport à ça. Donc, je fais juste une petite parenthèse, mais il n'y a rien qui démontre ou qui a été démontré par rapport à ça. Donc, faites attention. Là. Des fois, on voit des comprimés de zinc, on voit des choses qui sont véhiculées. Il n'y a rien pour l'instant en termes de médicaments, autant des produits de santé naturelle ou quoi que ce soit. Si on le savait, si on en avait un, croyez-moi que ça serait déjà, la santé publique l'aurait déjà probablement rajouté dans l'eau ou dans un aliment quelconque. Donc, il n'y a rien pour l'instant qui protège ou qui prévient ou qui pourrait se protéger contre cette maladie. Puis, il y a beaucoup d'interactions aussi hein, avec les produits naturels puis des médicaments que les gens prennent. Donc, c'est pas bien de s'improviser puis d'aller s'acheter des produits naturels en vente libre sans le conseil de votre pharmacien. Moi, c'est ça que je dis aux gens qui prennent des médicaments. Là, toujours vérifier quand vous achetez des produits naturels en vente libre. Vérifiez avec votre pharmacien, être certain que c'est correct avec les médicaments que vous prenez. Là. Ça, c'est très important aussi. Surtout avec le méthotrexate, qui est normalement, parce qu'il est éliminé au foie, mais la toxicité du méthotrexate peut augmenter facilement par certains produits, dont l'alcool. Donc, si vous commencez à prendre des produits qui sont éliminés au foie avec le méthotrexate, soit que le méthotrexate va être moins efficace parce qu'il va être moins bien absorbé ou moins bien métabolisé, ou soit qu'il va être toxique. Et là, à ce moment-là, ça peut causer plus de problèmes au niveau de votre maladie, de la polyarthrite rhumatoïde ou quoi que ce soit. Donc, soyez prudents par rapport à ça. On avait une question sur beaucoup de questions en fait sur les immunosuppresseurs. Donc, qu'est-ce qu'on entend par médicaments immunosuppresseurs et quels sont-ils? Les médicaments immunosuppresseurs, ce sont des médicaments qui diminuent le système immunitaire. Comme je vous ai expliqué tantôt, les maladies auto-immunes, c'est votre propre système immunitaire qui fait des anticorps contre vous-même. Donc, vous vous attaquez vous-même avec vos propres anticorps. Et les médicaments qu'on donne baissent votre système immunitaire pour être en mesure de contrôler votre maladie. Il y a beaucoup d'immunosuppresseurs, il n'y en a pas juste un. On en utilise dans d'autres situations aussi, comme les gens qui ont eu des greffes, en chimiothérapie. Donc, il y a beaucoup d'immunosuppresseurs. Il y en a qui sont beaucoup plus puissants que d'autres. Donc, votre degré d'immunosuppression peut varier en fonction du médicament puis de la dose qui vous a été prescrite. La grande majorité des médicaments qu'on prescrit en rhumatologie vont jouer sur votre système immunitaire, donc vont être immunosuppresseurs, mais comme je disais, à différents niveaux. Ce qu'on sait, c'est que l'hydroxychloroquine et la sulfasalazine n'affectent pas le système immunitaire. Il y a d'autres médicaments que vous prenez, que beaucoup prennent régulièrement, dont le méthotrexate et l'azathiopine, qui, aux doses prescrites en rhumatologie, vont baisser votre système immunitaire, mais pas de façon importante comparée à d'autres médicaments, comme les agents biologiques, donc les médicaments qu'on donne en injection pour contrôler certaines arthrites inflammatoires. Ce qu'il faut comprendre aussi,
c'est que la combinaison de médicaments peut augmenter le risque. Donc, le méthotrexate seul va diminuer un peu votre système immunitaire, mais c'est sûr que si on ajoute en plus un agent biologique, bien, la combinaison des deux va jouer plus sur votre système immunitaire. Il y a eu des recommandations qui ont été publiées par l'INES, par le gouvernement, sur les différents degrés d'immunosuppression en fonction des médicaments. Donc, c'est ce que je viens de vous résumer présentement. Donc, c'est sûr qu'on a eu beaucoup de questions pour les retours au travail, les déconfinements et tout ça. On va en reparler un petit peu plus en détail tantôt. Mais c'est sûr que nous, comme médecins, on va vraiment se baser sur ces degrés d'immunosuppression-là en fonction de ce qui a été recommandé par l'INES. Ah ben voilà, c'est la question suivante. Donc, je prends un traitement immunosuppresseur. Dans l'éventualité de la réouverture des écoles, est-ce que je devrais garder mes enfants à la maison? Et je peux ajouter aussi, on a eu des questions. Mon enfant a une arthrite juvénile, il prend des immunosuppresseurs. Qu'est-ce que je vais faire avec lui quand ça va être le temps de retourner à l'école? Donc, ce qu'on entend de plus en plus au point de presse à tous les jours maintenant. Donc, je ne peux pas donner une réponse générale à tout le monde. Ça dépend vraiment de la maladie de base de votre enfant. Comme je vous dis, qui peut jouer sur son risque d'infection ou de vous-même, pardon, qui peut jouer sur votre risque d'infection. Ça dépend des médicaments qui sont pris aussi. Comme je vous disais, ce n'est pas tous les médicaments qui ont le même niveau d'immunosuppression. Comme on voit tous dans les nouvelles, ça va être un déconfinement progressif aussi, donc, ou un retour à l'école progressif aussi. Donc, je pense qu'il va y avoir des recommandations de la santé publique de façon plus officielle qu'on s'attend à avoir. Et malheureusement, ça va être du cas par cas en fonction de votre maladie et des traitements que vous prenez, qui vont probablement ressembler aux recommandations que vous avez déjà eues. Mais la santé publique va quand même nous donner des astuces parce qu'on ne peut pas garder tout le monde en confinement ou à la maison éternellement aussi. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. OK. Ben, je l'ai dit tantôt un petit peu, mais est-ce qu'il y a des interactions négatives entre l'alcool et les médicaments pour l'arthrite comme le méthotrexate ou autre? Je vous dirais d'être prudent parce que l'alcool peut augmenter la toxicité du méthotrexate. Je sais qu'il y en a à cause du confinement, ils sont déprimés et ils ont tendance peut-être à prendre une plus grande consommation d'alcool. Soyez très prudent par rapport à ça parce qu'il y a une possibilité de toxicité au niveau du foie, vous allez avoir des nausées. Puis une plus grande consommation va augmenter les risques d'effets indésirables liés au méthotrexate, donc des toxicités hépatiques importantes et aussi, ça peut nécessiter, donc l'effet secondaire, mais ça peut nécessiter potentiellement de décider de cesser le traitement. Et puis on sait très bien que quand on cesse le traitement avec le méthotrexate, les autres choix sont moins efficaces et puis là, à ce moment-là, ça peut remettre en question le cours de votre maladie. Mais c'est sûr que le médecin, des fois, s'il voit qu'il y a une toxicité importante parce qu'on a augmenté la consommation d'alcool, on va se limiter par rapport à l'efficacité du méthotrexate, mais aussi à sa toxicité. Donc, soyez prudents par rapport à ça. Si j'arrive d'être confinée plus longtemps, si je suis immunodéprimée, ça va un petit peu avec la question précédente que je viens de répondre. Ça dépend beaucoup de votre maladie et de votre traitement. Ce qu'il faut comprendre avec la COVID-19, c'est que c'est une nouvelle maladie, comme je dis encore, mais le problème avec cette maladie-là, c'est que notre population n'avait aucune immunité. Donc, les gens ont tous été malades en même temps parce qu'on n'avait aucune défense personne pour cette maladie-là. C'est ça qui a fait le gros pic tout d'un coup dans le monde. OK? Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la population se fait tranquillement son immunité. Puis on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont porteurs asymptomatiques, donc qui développent la maladie, mais qui n'ont pas de symptômes. Donc, il y a de plus en plus de gens qui vont être immuns face à cette maladie-là. Je peux comparer ça à la saison de la grippe, OK? Quand c'est la saison de la grippe, vous êtes immunosupprimé, vous êtes plus à risque pour la grippe, d'avoir des complications de la grippe. Mais vos enfants vont à l'école, vous travaillez. OK? Il y a un vaccin. Je comprends. Le vaccin procure une immunité à la population, donc le risque de propagation de la maladie est moins grand parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une immunité pour ça. Mais c'est ça qui va arriver avec le coronavirus aussi. OK? La population va faire son immunité, donc le risque de transmettre la maladie va diminuer avec le temps aussi. Maintenant, combien de temps ça va prendre? Quel pourcentage de la population est immunisée actuellement? Malheureusement, on n'a pas la réponse à ça. Puis quand vous entendez Dr. Arruda au point de presse qui dit on va faire des études de séroprévalence, ça veut dire qu'on va étudier quel pourcentage de la population est immunisée. Donc ça, c'est sûr que quand on va le savoir, ça va être rassurant pour le déconfinement puis le risque de transmission aussi à la population. Donc, en gros, je n'ai pas de bonne réponse à vous donner pour l'instant, mais il faut comprendre qu'à mesure que notre système immunitaire de population va se développer, ça va être rassurant pour le déconfinement aussi.
Puis ce qu'on voulait faire en isolant tout le monde, c'est que ce ne soit pas tout le monde qui soit malade en même temps pour ne pas surcharger notre système de santé puis voir les catastrophes qu'on a vues en Europe qui se sont passées dans les dernières semaines. C'est encore à moi. Oui, j'aurai un contrôle à effectuer en mai pour ma formule sanguine. Est-ce que les centres de prélèvement vont pouvoir nous accepter si nous n'avons pas de symptômes de COVID-19? Bon, la réponse est oui. OK. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait dire non, on ne peut pas faire vos bilans tout de suite, vous n'êtes pas prioritaire ou c'est ça. Fait que je sais que c'est arrivé. Puis je sais aussi, à l'inverse, que les gens n'osent pas y aller parce qu'ils ne veulent pas sortir de la maison ou n'osent pas dire à l'infirmière du CLSC de venir à la maison parce qu'ils ont peur de risque de transmission. OK? Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne vous fait pas faire des prises de sang au mois ou aux 2 mois ou aux 3 mois pour le fun. Hein? C'est pas le fun de faire des prises de sang. C'est important de comprendre qu'elles sont importantes, ces prises de sang-là. OK? Donc, ça nous permet de suivre l'évolution de votre maladie, puis ça permet de suivre les effets secondaires de nos traitements. Donc, c'est important d'y aller. OK? Fait que gardez vos rendez-vous pour vos prises de sang. Si vous vous faites refuser, il y a des CLSC ou des centres hospitaliers qui exigent un papier du médecin pour aller faire la prise de sang. Ça ne devrait pas. Notre association a écrit au ministère pour arrêter ce processus-là parce que ce n'est pas logique, puis vous avez besoin de vos bilans sanguins. Donc, on espère que c'est un ajustement qui va être fait là, rapidement. Mais si vous vous faites refuser, c'est important qu'on le sache pour régler la situation. C'est la minorité qui se sont refusés, ceci dit, mais c'est arrivé, donc c'est important qu'on soit au courant. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. C'est déjà la fin des questions, des questions qu'on avait reçues au courant de la semaine. On va maintenant passer à la période de questions qu'on a reçues ce soir. On a reçu beaucoup de questions, soit sur le chat ou sur la boîte questions-réponses. Plusieurs de ces questions-là ont déjà été répondues par nos gens qui sont en ligne. On a essayé de regrouper les autres questions qui n'avaient pas été répondues et de répondre en fait au plus grand nombre de questions pour tout le monde ce soir. Je vais commencer. Ces questions-là malheureusement, ne sont pas à l'écran parce qu'on les a reçues ce soir. La fameuse tempête immunologique qu'on parle tant. Si on cesse notre médication avec une maladie auto-immune, est-ce que ça va vraiment provoquer cette tempête inflammatoire si on contracte ce virus, le fameux COVID-19? Je pense que la notion de tempête immunologique, là, ça a l'air bien impressionnant. Mais en fait, quand on parle de tempête immunologique associée au coronavirus, c'est les gens qui ont une réponse immunitaire accrue pour se défendre contre le virus. Puis, à un moment donné, ça fait que la réponse immunitaire est tellement forte qu'une réaction inflammatoire trop forte. Et c'est ça qui fait que les gens qui ont le coronavirus ne vont pas bien. OK? C'est comme un surdébalancement encore du système immunitaire. Mais ça, c'est la manifestation grave du coronavirus. OK? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Puis c'est là que les gens vont se ramasser aux soins intensifs et qu'ils vont malheureusement, pour certains, décéder. Donc, ça c'est la complication grave du coronavirus. OK? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait de prendre ou de ne pas prendre des médicaments, est-ce qu'on sait si ça va empêcher ça ou ça va le prévenir parce que si on baisse notre système immunitaire, qu'est-ce qui va arriver? Bien, ça, on ne le sait pas. Donc, il faut continuer vos médicaments. OK? Puis, la décision d'arrêter certains de vos médicaments ou pas, si vous avez la COVID-19, bien ça va être du cas par cas à voir avec votre médecin. Parce que, comme je vous dis, il y a des sociétés comme la Société américaine de rhumatologie qui ont fait des recommandations tout dernièrement, la semaine dernière, par rapport à certains médicaments ou pas. Donc, il y a vraiment des médicaments spécifiques qu'il faut arrêter et peut-être certains qu'on pourrait continuer. Mais je ne peux pas vous énumérer lesquels, puis ça dépend aussi de votre maladie de base. Là. Donc, c'est ça. Puis, la question, peut-être, je ne sais pas si la question est par rapport à ça, mais est-ce qu'avoir la COVID-19 peut exacerber ma maladie? Bien, ça c'est bien connu hein, que ma maladie de base, là, je veux dire ma maladie auto-immune, mais ça c'est bien connu hein, que n'importe quelle activation du système immunitaire peut réactiver une maladie auto-immune. Là. Donc, n'importe quel virus, vous pouvez avoir un rhume ou vous pouvez avoir une autre raison qui va activer votre système immunitaire. Donc, oui, des fois, on peut voir des rechutes de maladies auto-immunes dans le contexte d'un virus, donc pas plus spécifiquement la COVID-19 qu'un autre virus là, que vous pouvez avoir pendant l'hiver. Merci. Et une autre question. Si je prends déjà des antidépresseurs pour parvenir à composer avec ma situation, l'isolement, ben, ça affecte le moral de tout le monde. Est-ce que c'est une bonne idée de demander d'augmenter ma dose d'antidépresseurs?
En fait, si vous ne vous sentez pas bien psychologiquement, c'est une bonne idée d'en parler à votre médecin. Et puis, le médecin va décider en fonction de votre situation si il y a intérêt à augmenter la dose ou donner un autre médicament. Des fois, on garde la même dose d'antidépresseur puis on rajoute un autre antidépresseur ou on peut donner d'autres choses, dépendant des symptômes que vous allez avoir de votre maladie. Par rapport à votre dépression. Donc, si c'est par exemple de l'insomnie ou donc là, le médecin va agir en fonction du cas. Mais de votre propre chef d'augmenter la dose d'antidépresseurs, je ne vous recommanderais pas de faire ça. Il faut vraiment appeler votre médecin. Si vous n'êtes pas capable de rejoindre votre médecin, vous pouvez toujours appeler votre pharmacien qui, lui, peut essayer de le rejoindre parce que de plus en plus de médecins ne sont pas dans les cliniques médicales, ils font du télétravail, mais on est capable encore de les rejoindre. Donc, des fois, on pourrait le suggérer. Donc, à ce moment-là, ça peut être des alternatives. Alors, si vous ne vous sentez pas bien, attendez pas, là, parce que des fois, l'aspect psychologique est important. Donc, attendez pas une détresse psychologique importante, là. Dès que vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous n'augmentez pas votre antidépresseur d'emblée, vous essayez de communiquer le plus vite possible à votre médecin. Puis une des portes d'entrée, des fois, c'est le pharmacien qui peut vous aider par rapport à ça. Merci. En confinement, pendant la pandémie, on bouge tous moins, hein? On est un peu plus sédentaire. Est-ce que c'est normal pendant le confinement, pendant qu'on bouge moins, est-ce que c'est normal que mon corps ressente encore plus de la douleur? Oui. En fait, il y en a qui bougent moins, puis il y en a qui bougent plus. Hein. Moi, j'ai jamais vu autant de personnes marcher dehors dans ma rue. Puis les chiens sont heureux ces temps-ci. Mais en fait, oui, si vous bougez moins, parce que malheureusement, on n'est pas tous dans la même situation. Puis il y a des gens plus sages, comme le Dr Arruda nous demande de dire maintenant, qui sont confinés dans un appartement ou dans une résidence et qui ne peuvent plus sortir, ne peuvent même plus marcher dans les couloirs. Hein. Fait qu'on en voit en fait, moi, quand j'appelle les gens, il y en a qui me disent qu'ils ne peuvent même plus sortir de leur appartement. Oui, en fait, si vous étiez habitué de faire un exercice physique régulièrement, vous pouvez avoir une augmentation de vos douleurs et des raideurs articulaires là, si vous bougez moins. Donc, il y a un déconditionnement au niveau de vos muscles de faire, puis le fait de ne pas faire d'exercice régulièrement, oui, ça peut faire ça. Donc, je sais que ce n'est pas facile, surtout si vous êtes pris dans votre appartement, mais si possible, continuez vraiment d'être actif. Là. Bon, la température ne nous a pas aidé cette semaine, il a fait froid, mais là, il annonce beau, donc si vous êtes capable de sortir, sortez. Si vous nous regardez sur Internet ce soir, c'est parce que vous êtes un peu à l'aise avec Internet. Donc, il y a des beaux programmes maintenant là, de yoga, d'aérobie, tout ça que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc, je vous encourage à regarder ça s'il n'y a pas moyen pour vous de faire d'autres exercices. Puis, il y en a adaptés à différents problèmes de santé. Donc, vous pourriez regarder ça aussi. Puis, je voulais dire aussi, c'est une situation qui est quand même bien stressante là, pour tout le monde. Donc, le stress, puis aussi la perturbation du sommeil. Là, il y en a sûrement beaucoup qui dorment moins bien, que le petit hamster tourne dans la tête. Là. Donc, ça aussi, hein, ça peut occasionner des douleurs, d'être plus fatigué ou d'être plus stressé. Donc, on peut ressentir un petit peu plus de douleur là, dans ces situations-là aussi. Donc, ça aussi, ça peut être une des explications pourquoi vous avez un peu plus de douleur là, présentement. Merci. Maintenant, les fameux masques. Ça a été le sujet de l'heure depuis hier au point de presse à 1h avec les autorités publiques. Est-ce qu'on devrait porter un masque? Est-ce qu'on ne devrait pas? Selon vous, pour nos patients atteints d'arthrite, est-ce qu'on devrait porter un masque cet été? En fait, ça aussi, hein, moi j'écoute le point de presse. J'essaie d'écouter le point de presse si mon horaire le permet, c'est ça le plus que je peux. Puis on a eu en début de semaine le Dr Arruda qui nous a dit que la santé publique travaillait à trouver, à nous sortir très bientôt là, des recommandations claires sur le masque et leurs recommandations de masque. OK. Donc, je pense qu'il va falloir bien suivre ça. Puis l'important, en fait, ça va être de respecter les consignes pour bien le porter. Donc, c'est le risque du masque. C'est d'avoir un sentiment de fausse protection. OK? Donc, c'est ça. Fait que vous n'êtes pas blindé parce que vous allez avoir un masque quand vous allez aller à l'épicerie. OK? Donc, il faut quand même respecter le 2 mètres. Il faut quand même se laver les mains. Et il ne faut pas toujours être en train de jouer avec le masque. Ça, c'est la pire chose. Puis, c'est ça le risque du masque si vous le portez mal ou que si vous le touchez tout le
temps, bien, vous allez vous contaminer ou vous allez contaminer les autres. Là, si vous venez d'éternuer, puis vous touchez à votre masque, puis vous continuez à faire votre épicerie, ce n'est pas la bonne chose à faire. OK? Donc, je pense que ça va être très important de suivre les directrices, les lignes directrices. Je pense que si c'est recommandé, c'est parce que c'est la chose qui va être à faire, mais il faut le faire de façon adéquate. Là. Juste pour rajouter, là, ça commence bientôt. Là, il a fait froid, mais pour être un patient qui fait des allergies saisonnières, ça va commencer. Donc, rhume des foins et compagnie. Donc, le mois de mai va commencer. Quand vous allez voir le pollen promener, moi, je suis très malade au mois de mai. Donc, j'éternue et beaucoup. Donc, si vous avez un masque, vous éternuez, il va falloir le changer beaucoup plus régulièrement. Mais si vous éternuez, vous avez mal à la tête et que vous faites des allergies, bien, associez pas ça directement à la COVID-19, là. C'est des allergies saisonnières là, que vous allez avoir quand on a ça. Donc, il y a déjà 2 patients là, qui sont venus me voir et ont dit « j'éternue de plus en plus ». J'ai dit « c'est peut-être parce qu'il y a eu quand même quelques belles journées, puis déjà, les allergies ont commencé. » Donc, il faut penser qu'on va éternuer, certains vont éternuer un peu plus. Donc, le fait de porter un masque, ça va protéger les autres par rapport à ça. Et lavez-vous les mains avant d'appliquer votre masque et après quand vous l'avez enlevé. Et ça va être très, très, très important. Merci. On entend parler beaucoup de projets de recherche de toutes sortes, là, sur les vaccins, les traitements. Je pense que la communauté scientifique canadienne se consacre presque exclusivement à la COVID-19 ces temps-ci. Mais est-ce qu'il y a des projets de recherche qui existent, qui sont dédiés spécifiquement aux gens atteints d'arthrite qui auraient contacté le virus de la COVID-19? En fait, il n'y a pas d'études comme telles là, qui ont été publiées ou rapportées sur ces patients-là. Je pense qu'il faut se laisser un petit peu de temps pour que les données soient colligées dans l'ensemble des pays. Et là, je pense que les médecins qui ont soigné les patients étaient plus occupés à soigner les patients qu'à colliger des données de dossiers ou de récupérer des données de dossiers. Il y a par contre des registres, donc des banques de patients qui sont faits, autant par des sociétés de rhumatologie et aussi des sociétés de gastro-entérologie parce qu'on a beaucoup de médicaments, d'agents biologiques qui sont pris par les patients qui ont des maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, on a des médicaments comparables et il y a des banques de données là, qui sont en train d'être accumulées de cas rapportés de patients qui prenaient de nos médicaments ou qui avaient de nos maladies qui ont développé la COVID-19. Donc, ces données-là, quand elles vont sortir, parce que là, on les collecte, mais il faut les analyser après ça. Mais quand elles vont sortir, elles vont nous donner beaucoup d'informations là, par rapport à ça. Mais malheureusement, ça aussi, c'est trop tôt là, parce qu'on ne peut pas se dépêcher à sortir ça, faire des conclusions hâtives aussi. Là. C'est quand même un travail complexe d'analyser tout ça. Là. Voilà. Mais on devrait avoir des réponses dans les prochains mois. Faisons un peu du pouce là-dessus. On entend dire que la colchicine serait possiblement efficace contre la COVID-19. Est-ce que ça veut dire que ça pourrait être prescrit contre l'arthrite ou la spondylarthrite? Et puis, est-ce que ça pourrait effectivement, éventuellement, prévenir l'atteinte ou d'avoir ce fameux virus-là? La colchicine, en fait, pour l'instant, il n'y a aucun résultat d'étude qui montre que la colchicine prévient la COVID-19. Il y a une étude qui est en cours, si ma mémoire est exacte, à l'Institut de cardiologie avec le Dr Tardif. Mais si vous avez de la colchicine à la maison parce que vous avez eu une crise de goutte ou vous l'avez de prescrit, vous ne serez pas plus ou moins à risque ou prévention de la COVID-19. On ne le sait pas. Par contre, il faut faire très attention avec la colchicine. C'est un médicament qui a des effets secondaires qui sont potentiellement toxiques et aussi, c'est un médicament qui a plusieurs interactions avec plusieurs médicaments et qui, lorsqu'on fait le mélange de colchicine avec un autre médicament, surtout les médicaments qu'on utilise en cardiologie, et même, on a parlé des antidépresseurs tantôt, dans certains cas, ça peut faire augmenter la toxicité de certains médicaments qu'on utilise en cardio, en psychiatrie, en dépression. Donc, il faut être extrêmement prudent avec la colchicine. C'est pour ça que le pharmacien, quand il voit colchicine avec certains médicaments,
il va voir que ça va sortir, il va y avoir plein d'interactions, donc on peut ajuster les doses en conséquence. Faire très attention à une utilisation trop impulsive de colchicine. Et encore là, éviter l'automédication ou d'augmenter ses doses ou d'arrêter son traitement si ce n'est pas sous supervision médicale, je le dis tout le temps. Chaque cas est bien important et doit être individualisé. Puis c'est le médecin et le pharmacien qui va décider. Mais actuellement, la colchicine, c'est vraiment pas un médicament de prévention. Il n'y a rien de prouvé. Il n'y a rien de prouvé là-dessus actuellement. C'est sous recherche. On a le temps pour une dernière question. Il est peut-être tôt pour en parler, mais on parle du fameux vaccin qui va arriver dans un an et demi. On ne sait pas encore. Si je souffre de polyarthrite rhumatoïde sévère ou tout simplement que je suis immunodéprimé, une fois que le vaccin va être disponible, est-ce que je vais moins bien y répondre qu'une personne qui ne serait pas immunodéprimée? Oui, je peux répondre. En fait, la réponse à un vaccin peut effectivement varier avec la prise de différents immunosuppresseurs. Ceux qui se font vacciner actuellement contre la grippe, dépendamment des médicaments que vous prenez, peut-être que vous avez eu un timing, comme on dit, avec votre dose d'agent biologique ou avec votre méthotrexate, dépendamment là, des médicaments que vous prenez, que votre médecin vous a conseillé par rapport à la vaccination. Donc, c'est ça. Fait que oui, la réponse peut varier d'une personne à l'autre en fonction des médicaments immunosuppresseurs. Puis, il y a une planification qui est nécessaire là, entre le vaccin et la prise du traitement pour certains traitements. C'est ça. Puis encore là, ça varie d'un vaccin à l'autre. Hein. Il y a la réponse des vaccins, dépendamment de quelle sorte de vaccin, est variable aussi pour les gens qui prennent les immunosuppresseurs. Donc, est-ce que pour la COVID, il va y avoir un degré de réponse plus ou moins, dépendamment des médicaments? Ça, on ne le sait pas non plus. Là. Mais c'est protecteur. Ceci dit, ça a quand même un effet protecteur. L'effet est quand même là quand on se fait vacciner, même si on prend des immunosuppresseurs, mais la réponse peut être variable. Merci beaucoup, Dr. Lemay. Merci beaucoup, Dr. Deschênes. On doit maintenant conclure ce webinaire. Je pense qu'on n'a malheureusement pas pu répondre à toutes vos questions. Je vois les discussions sur le chat, je vois les questions rentrer sur le volet questions-réponses du webinaire. Si on n'a pas répondu à toutes vos questions, je vous invite à consulter notre page spéciale dédiée à la COVID-19 sur le site arthrite.ca/COVID-19. Plusieurs, peut-être des questions qu'on n'a pas pu répondre vont être là. Cette page-là aussi, on la met à jour quotidiennement. On la met à jour à chaque fois qu'il y a de l'information. Donc, n'hésitez pas à y aller et à y retourner aussi. Elle va être mise à jour tout au long de cette pandémie-là. L'enregistrement de ce webinaire sera également disponible sur cette page dès la fin de semaine. La vidéo, les diapositives de la présentation seront aussi envoyées par courriel à tous les participants. Nous avons également inclus une page de ressources à la fin de cette présentation. N'oubliez pas qu'il y a d'excellentes informations disponibles en tout temps sur notre site web aussi pour vous aider. Nous aimerions prendre quelques instants pour recueillir vos commentaires sur l'exposé de ce soir. Ceux d'entre vous qui utilisent un ordinateur portable ou de bureau verront 2 questions de sondage apparaître à l'écran auxquelles nous vous demandons de répondre par oui ou par non. La première question. Les renseignements présentés dans le webinaire d'aujourd'hui vous sont-ils utiles? La deuxième question, est-ce que vous vous inscririez de nouveau à un webinaire de ce genre? Sachez que si vous n'êtes pas en mesure d'accéder aux questions du sondage, nous vous enverrons une évaluation avec la vidéo, de sorte que vous aurez l'occasion de donner votre avis à ce moment-là. Les initiatives comme celle-ci représentent un coût important pour la Société de l'arthrite. Alors, si vous avez trouvé l'information d'aujourd'hui utile, nous vous serions très heureux de recevoir votre appui pour poursuivre nos efforts. Si vous avez les moyens de le faire, nous vous serions reconnaissants de visiter notre site arthrite.ca et d'y faire un don.
Merci encore une fois à nos généreux experts de ce soir, le docteur Régent Lemay et la docteure Isabelle Deschênes. Vous avez été très, très généreux de votre temps et de vos réponses. Nous remercions aussi la compagnie Amgem pour son soutien à toutes nos activités entourant la crise sanitaire que nous vivons présentement. Ceci conclut notre webinaire spécial « La COVID-19 et l'arthrite ». Vos questions, nos réponses. Nous espérons que cela vous a plu et que les informations partagées ce soir vous seront utiles. Au nom de la Société de l'arthrite, à mon nom personnel, au nom de celui de Dr Lemay et Deschênes, merci beaucoup de vous être joints à nous et on vous dit à la prochaine. Ça va bien aller. Merci. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.